Il y a encore quelques mois, la plus grande menace qui guettait le Canada, c'était les annonces d'annexion lancées frénétiquement par Donald Trump. What I'd like to see Canada become our 51st state. Frankly, Canada should be the 51st state. Mark Carney est alors monté en flèche dans les sondages et a été élu. Who's ready to stand up for Canada with me? C'était le seul sauveur capable de tenir tête aux voisins envahissants qui rêvent d'annexion. Mais à peine installé au pouvoir, le premier ministre change son fusil d'épaule et pointe les personnes immigrantes comme étant la menace ultime à la sécurité frontalière. C'est parce que, politique, on ne change pas les vieilles recettes qui fonctionnent, surtout quand celles-ci nous permettent à la fois de détourner l'attention vers un bouc émissaire facile. Mais en plus, d'être dans les bonnes grâces du boss MAGA. Parmi les premiers projets de loi que Carney dépose, une loi omnibus, la loi C2. Omnibus, ça veut dire en gros que c'est un projet de loi tellement complexe et tentaculaire qu'il modifie pas moins d'une dizaine de lois. Il touche à une multitude de domaines, les douanes, la sécurité, la surveillance et la cybersécurité. C2 intègre même des nouveaux pouvoirs qui ciblent l'immigration, les demandes d'asile, la perte de statut migratoire et l'accès aux données privées. Si on voulait résumer ce que les libéraux font en ce moment, on saurait même pas par où commencer. Souvenez-vous, il y a 3 ans, les libéraux promettaient un vaste programme de régularisation pour les personnes déjà ici. Et là, ils préparent le terrain pour des déportations de masse. Ça vous rappelle des images familières? Mais vous vous dites sûrement que le Canada ne pourrait jamais tomber aussi bas. Après tout, c'est censé être la terre d'accueil par excellence, un pays façonné par l'immigration et qui aime tant se présenter comme le champion des droits humains. On ne compte même plus les conventions internationales signées par le Canada, les traités ratifiés, les grands discours prononcés à l'ONU. Eh bien, détrompez-vous. Voici 3 exemples qui montrent que le projet de loi C2 n'est pas une loi anodine, mais bel et bien un vent trumpiste qui souffle sur nous. D'abord, ce projet de loi limite le droit d'asile, pourtant garanti par la Convention de Genève, en refusant une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à toute personne dont la première entrée au Canada remonte à plus d'1 an. Ce qui veut dire qu'un enfant qui a visité le pays avec ses parents en 2020 ne serait plus admissible s'il cherchait le refuge au Canada 20 ans plus tard, parce qu'il est persécuté dans son pays d'origine. Ce mécanisme rappelle les expulsions accélérées en vigueur aux États-Unis, mais C2 va plus loin. Là-bas, le délai démarre après l'entrée la plus récente. Ici, c'est la première entrée qui compte. Un autre exemple frappant, le projet de loi C2 permet au ministre d'annuler, modifier ou suspendre en bloc des demandes et documents d'immigration comme des visas ou des permis au nom de l'intérêt public sans prévoir de recours individuel clair. Aux États-Unis, ICE détient des pouvoirs comparables qui se traduisent par des expulsions massives menées sans véritable procédure judiciaire et visant de façon disproportionnée les populations les plus vulnérables. Et enfin, dernier exemple et non le moindre, parce que celui-ci touche tout le monde, peu importe leur statut. Le projet de loi C2 élargit les pouvoirs de surveillance électronique, y compris l'accès sans mandat à l'historique en ligne. Il favorise aussi le partage systématique de données personnelles avec les agences fédérales et potentiellement avec les autorités américaines via des accords comme le Cloud Act. Cette logique est aussi très similaire à celle de la centralisation de la surveillance, promue par des agences comme ICE et basée sur la collecte de données biométriques et numériques. Fait que si tu flânes bien relax sur le web puis que tu t'imagines être dans ta petite bulle privée, fais attention. Si cette loi-là passe, ta recherche Google pour savoir combien de temps bouillir un œuf ou encore ta recherche sur les interruptions de grossesse ou ta visite sur le site web d'une association pour les droits des personnes trans, ça peut se ramasser dans une base de données. Puis cette base de données-là, elle peut être partagée avec Washington, comme si c'était leur compte Netflix commun. Donc, on met des clôtures pour bloquer les migrants, mais Big Brother, lui, sera bientôt comme passe-partout. Il aura les clés de toutes tes portes. Le pire, c'est que tout ça pourra arriver sans même que tu sois au courant. Et si tu dis, moi, j'ai rien à cacher, alors tu fais fausse route. C'est justement là le piège. Parce qu'en réalité, t'as tout à perdre. Le droit à la vie privée, c'est pas un luxe. C'est un droit humain fondamental, reconnu par nos chartes et par le droit international.
C'est ce qui permet de protéger nos libertés civiles, de participer sans peur au débat politique et de défendre la démocratie elle-même. Quand l'État se donne le droit de fouiller dans nos vies numériques sur un simple soupçon raisonnable, c'est pas juste une question de sécurité individuelle, c'est une brèche énorme qui met tout le monde en danger. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que même si t'es pas une personne immigrante, t'es pas à l'abri. Parce que l'histoire, ici comme ailleurs, nous montre toujours la même mécanique. Les gouvernements testent leurs lois les plus dures sur celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et ça commence souvent par les personnes migrantes, par les réfugiés, les sans-statut, parce que eux ne peuvent pas se défendre ou rendre nos dirigeants imputables de leurs actions, puisqu'ils sont maintenus à l'écart des pouvoirs citoyens. Et quand on laisse les politiques de droite décider qui mérite des droits et qui n'en mérite pas, on ouvre la porte pour que demain ce soit toi, moi ou n'importe qui d'autre qui peut se retrouver du mauvais côté de la clôture. Ces brèches-là qu'on accepte d'ouvrir s'élargissent et deviennent des grosses craques qui font tomber en ruine jusqu'à l'effondrement tout l'édifice des droits humains. Si toi aussi, tu refuses de vivre dans une société où ton accès à tes droits fondamentaux dépendent de l'endroit où tu es né, de ton contexte géopolitique, de ta classe sociale, de ton genre, de ton ethnie ou ton statut d'immigration, Alors c'est maintenant qu'il faut agir. On n'acceptera pas un projet de société qui hiérarchise les vies humaines. Les droits, c'est pas un privilège qu'on distribue à la carte. C'est la base de notre dignité collective. Et ensemble, on peut faire en sorte que cette base tienne debout, même face aux bourrasques venues du Sud qui cherchent à éroder nos acquis.